Bonjour tout le monde. On a quand même la majorité des participants qui sont connectés. Donc, on va débuter notre activité webinaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette activité webinaire qui s'appelle Comment développer des pratiques innovantes, qui est une activité en fait proposée par la Fédération des chambres de commerce du Québec dans le cadre du projet Pratique RH et donc qui est organisé en collaboration avec la direction de la formation continue de l'Université de Montréal. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marika Allépéry. Je suis chef de projet main-d'œuvre à la Fédération. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les membres de la Fédération ainsi que toutes les chambres de commerce et leurs membres respectifs qui sont aujourd'hui présents. J'aimerais, avant qu'on débute l'activité, vous informer que la présentation est enregistrée et donc elle sera disponible dans les prochains jours pour revisionnement sur notre plateforme Pratique RH et ce sous l'onglet de la boîte à outils volet développement organisationnel. Donc, il y aura un lien évidemment là, qui vous sera partagé à cet effet par courriel à la suite, en fait, dès qu'il sera disponible. J'aimerais également ajouter qu'on va vous inviter tout au long de la présentation à réagir aux questions qui seront posées par notre conférencier invité dans la section chat ou Q&A même du Zoom en fait. Puis de cette façon-là, en fait, ça va nous permettre d'alimenter la présentation de notre invité. Il y aura également une période de questions qui est également prévue en fait à la fin de l'activité. Donc, sur ce, je vais débuter en vous présentant notre conférencier invité d'aujourd'hui, qui est M. Rifat Sabi. Donc, M. Sabi est chargé de projet en développement des affaires à la direction de la formation continue de l'Université de Montréal. Il est spécialiste, entre autres, en stratégie, en communication, en gestion de l'innovation, ainsi qu'en développement des affaires. Il a donc eu l'occasion d'intervenir dans différents secteurs, de réaliser divers mandats tout au cours des dernières années. Il est notamment titulaire d'un MBA à l'EG UQAM de Montréal et certifié en Design Thinking au HEC de Montréal. Monsieur Sabi est également formateur en marketing et en entrepreneuriat, puis coach en Design Thinking et gestion de l'innovation. Alors sur ce, je vais laisser la place à notre invité qui saura sûrement renchérir sur cette courte présentation de son parcours et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Monsieur Sabi, la parole est à vous. Merci beaucoup, Marika. Merci pour cette belle présentation et bienvenue à vous tous. J'espère que vous voyez tous le partage d'écran. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de différent. C'est qu'on va partir en voyage. Oui, ça nous hâte de partir en voyage et ce voyage, ça sera une découverte. Une découverte d'une démarche qui s'appelle le design thinking. C'est une démarche d'innovation aujourd'hui utilisée par les plus grandes marques. Elle a fait le succès des plus grandes marques que vous connaissez. Quand je dis les plus grandes marques, je dis Apple, je dis Airbnb, je dis Samsung. Toutes les grandes marques que vous voyez ont fait succès avec le design thinking. Ça ne veut pas dire que c'est juste les grandes marques qui utilisent le design thinking. Nous tous, sans exception, on peut utiliser le design thinking. Pourquoi? Parce que nous, entrepreneurs, managers ou quel que soit, là, ça va nous approcher de notre client. Là, ça va nous permettre de mieux comprendre ses besoins, de mieux identifier, d'avoir des outils pour ça. OK? Et en contrepartie, ça va nous créer de la valeur ajoutée dans notre activité. Donc, on va commencer. Marika m'a bien présenté, donc je n'ai pas autre chose sincèrement à rajouter plus que ça, sauf que je suis aussi certifié Design Thinking de IDEO Silicon Valley. Et IDEO Silicon Valley, on peut dire que c'est la maison mère aux États-Unis de lancement de la démarche Design Thinking début des années 2000. Bien sûr, j'ai fait une expérience de plus de 15 ans avec des grandes multinationales dans le développement de l'innovation, dans le développement des affaires, dans la co-création et le développement de marché. On passe et là, on va prendre le large pour partir ensemble en voyage. Et notre première destination, comme tout voyage, il y a plusieurs destinations. Et notre première destination, ça sera le design.
Alors, quand je vous dis design réellement, à quoi vous pensez? Sûrement, vous avez des images qui viennent dans la tête. Ça peut être quelque chose de beau, ça peut être quelque chose de moderne, ça peut être quelque chose d'épuré. Bref, beaucoup de choses qui peuvent nous venir à l'esprit quand on évoque le mot design. Ça peut être, par exemple, un cellulaire de la dernière génération. Ça peut être un objet vintage, comme le sofa que vous êtes en train de voir, ou ça peut être une cuisine ultra moderne, comme vous êtes en train de le voir actuellement. À ce point, je veux attirer votre attention sur trois éléments. Le premier élément, le mot design en lui-même. Parfois, il y a un abus de langage dans l'usage du mot design. Pourquoi? Parce que c'est un mot anglais qui a récemment utilisé dans le langage français, parce qu'on a l'habitude de l'utiliser d'une manière ou d'une autre, et on a l'habitude de dire comme waouh, cette chaise est design, waouh, cette voiture est design. Mais si on revient réellement dans la définition de mot design en anglais, ça veut dire concevoir. Donc, dire cette chaise est design, c'est comme si on dit cette chaise est conçue. Ça n'a pas de sens. Par contre, si on veut évoquer le côté, par exemple, la dimension esthétique, on peut dire le design de cette chaise est élégant. Ou la dimension ergonomique, on peut dire le design de ce four est intuitif. Donc, pour le premier élément, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le design, c'est un dessin, une conception et surtout une utilité, une fonctionnalité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le design n'est pas seulement désigné pour les objets. C'est vrai que historiquement, massivement, les designers ont travaillé dans des milieux industrialisés, d'où cette connotation, oui, c'est vrai que c'est utilisé pour les objets, mais avec l'arrivée du numérique, avec les nouvelles technologies, il s'est complètement dématérialisé et là, le design est bien utilisé dans toutes sortes de services. Une application téléphonique, un site web, c'est aussi de design. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément est là. Comme Marika l'a expliqué au début, il y aura de partage, un échange, de la réflexion entre nous. Donc, à chaque fois qu'on va faire une réflexion, je vais arrêter le partage pour que je puisse voir dans les chats qu'est-ce que vous allez écrire. Et là, j'ai une question à vous poser. À votre avis, quelle est la différence entre un designer versus un artiste versus un ingénieur? C'est quoi un ingénieur à votre avis? Allez, première réflexion, c'est quoi un ingénieur pour vous? Un cadre, oui. La science, OK. Il conçoit avec des normes. Effectivement, il conçoit avec des normes. Super. C'est quoi un artiste dans ce cas? Il est créatif, oui. Il n'a pas de contraintes, c'est vrai. Il est libre d'esprit, effectivement. Alors, si je reviens au partage, bravo, merci, c'est super. Alors, si je reviens au partage, un artiste, c'est quelqu'un qui provoque des émotions, qui crée quelque chose qui va susciter la curiosité. Comme exemple, si on reste sur la thématique chaise, ce qu'on voit ici, c'est vraiment le travail d'un artiste. Oui, une super belle chaise sous la forme d'une pomme de main. Ça crée de la curiosité réellement. Ça nous connecte émotionnellement, cet objet. L'ingénieur, lui, il va s'assurer de procéder de fabrication, il va s'assurer que cette chaise soit livrée à temps avec les normes. Or, cette chaise, est-ce que réellement, elle répond à un besoin pour qu'on puisse s'asseoir dessus pendant des heures de travail? C'est très difficile. Alors, ce que un designer, lui, il va répondre à un besoin dans un cadre d'amélioration, dans un contexte donné. Lui, il va concevoir une chaise qui va épouser la forme de notre dos, qui va nous laisser à l'aise de s'asseoir pendant une longue période. Donc, c'est ça le travail d'un designer versus tout ce qu'on a vu tantôt.
Alors, puisque nous sommes dans la thématique chaise, je vais vous demander, je vais arrêter mon écran, je vais vous demander, dans la mesure du possible, de dessiner une chaise. Si vous avez une feuille, un papier avec vous, essayez de dessiner une chaise et de me montrer quelques chaises que vous avez dessinées. On prend 1 minute maximum. C'est OK? Vous avez commencé à faire? Est-ce que vous pouvez me montrer quelque chose que vous avez dessiné? Marika, je ne suis pas en train de voir tous les participants. Oui, en fait, j'allais justement écrire dans le chat, mais s'il y a des participants qui veulent montrer leur chaise, simplement levez la main. On va vous autoriser à parler et à avoir la vidéo. Ça va être plus simple, en fait. Et sinon, je peux quand même vous montrer la mienne. Donc, ça, c'est ma chaise. Très, très brouillon. Ouais, OK. Je la remonte, quoi. Oui, ouais, super. Donc là, j'ai des mains levées. Je vais les autoriser. Ouais. Juste. Ah, c'est ça. Je ne la voyais plus. Et voilà. Donc, on a Isabelle Poupard. Bonjour, est-ce que vous voyez? Moi, je suis comme pas trop certaine. Non. On vous entend, mais on ne vous voit pas, Isabelle. Ah, c'est ça, hein? Pourtant, j'ai le. Attendez, sinon, je vais devoir laisser ma place à quelqu'un d'autre. OK, attendez 2 petites secondes. Donc, écoutez, je suis désolée, on dirait que C'est la pas grave. caméra ne veut pas fonctionner. C'est pas grave. Mais je vous assure que ma chaise est ordinaire. En fait, je réalise que je peux autoriser le mute unmute, mais j'ai l'impression que je ne peux pas autoriser les vidéos. C'est Donc, pas grave. vous C'est pas grave. n'êtes pas capable. OK. Mais je suis sûr que vous avez dessiné des belles chaises. Mais la notion, c'est que vous avez dessiné le concept d'une chaise. Donc, 4 pieds, une assise, le dos. Alors, ce que je vais partager encore avec vous maintenant, c'est quelle est la différence entre la chaise que vous avez dessinée et cette chaise que vous êtes en train de voir sur l'écran maintenant? La mienne était beaucoup moins design, dans le sens, sortir de la mienne était beaucoup plus conventionnelle, je pourrais dire. Générique. Voilà. Alors, ce qu'on voit réellement, la chaise qu'on voit actuellement sur l'écran, ce n'est pas une chaise générique. C'est une chaise qui donne un certain espace privé. OK? C'est comme si nous sommes dans notre bulle, on s'assoit. Celui qui est à côté de nous, il ne voit pas ce qu'on écrit, il ne voit pas ce qu'on lit. Ça nous donne vraiment une certaine liberté, une certaine vie privée dans un lieu public. Alors, c'est ça la démarche design, nous emmène vers la notion de concevoir quelque chose par rapport à un contexte donné. C'est ça la démarche. Donc, par rapport à un usage dans un contexte donné, pas dans le cadre générique des choses. C'est pour ça qu'elle se démarque comme démarche d'innovation. C'est juste pour vous dire que cette chaise a été conçue pour l'aéroport de Heathrow en Angleterre par rapport à un besoin bien déterminé de clientèle. Et là, ça a été une vraie réussite et ça a été extrapolé par la suite vers d'autres aéroports, que ce soit en Angleterre ou en Europe. Elle a été conçue, designée par la compagnie Mikey en 2013. Donc, c'est juste pour vous montrer ce qu'on a comme
comme idée d'aller dans le conventionnel, dans le générique, versus que la démarche design nous emmène vers le contextuel. Vous êtes tous des designers. Notez-le, c'est très, très important. Nous sommes tous des designers. Qu'est-ce qu'un designer, il fait? Un designer, lui, il va identifier un problème. Il va réfléchir à une solution. Il va concevoir un prototype. Il va tester en réel son prototype et il va identifier les failles de ce prototype et s'ajuster pour l'améliorer. C'est ça le travail d'un designer. Donc, si vous allez voir autour de nous, vraiment, nous sommes entourés de design. Tout ce qu'on observe autour de nous, c'est le travail d'un design. On trouve le design d'intérieur comme l'agencement d'espace, l'agencement de maison, musée, entreprise, le design industriel, l'ameublement, l'électroménager, le design visuel ou graphique, tout ce qui est publicité, communication, le design de présentation, ce que je suis en train de faire avec vous actuellement, le design de service, conseil, relations clients, service après-vente, le design stratégique, donc tout ce qui est modèle d'affaires, changement organisationnel, le branding d'une marque. Tout ce qui nous entoure, c'est le travail d'un design. Là, on va passer à d'autres types de design. Il y a ce qu'on appelle le design recyclé. Le design recyclé, au fait, c'est le combo ou l'association entre la qualité, la matière et une connexion nostalgique. Une connexion non seulement émotionnelle, mais nostalgique. Et ça s'appelle le scomorphisme. Les designers ont très bien compris cette notion. Et ils l'ont très bien utilisée dans le domaine textile, dans le domaine par exemple, de l'industrie. Désolé, de l'industrie automobile. Donc, on voit par exemple la mode des années 80-90 qui sont en train de la reprendre, mais au goût du jour d'aujourd'hui. Dans l'industrie de l'automobile, on voit la marque Fiat. La Fiat 500 a été conçue dans les années 60-70 et on voit aujourd'hui la nouvelle Fiat 500 tout belle des années 2000. Donc, c'est ça. Et ce que vous voyez ici, un amplificateur, c'est ceux qui ont eu la chance d'avoir des amplificateurs, il y avait plein de boutons, les anciens amplificateurs. Et ce que vous voyez là, c'est une application web. Donc, c'est un logiciel, c'est un software réellement. Ce n'est pas tangible. Puisqu'on a dit, ce qu'on voit, c'est du design. Alors, ma prochaine question, et je vais arrêter le partage pour qu'on ait de la réflexion, y a-t-il de design invisible qu'on ne voit pas? Les odeurs. Oui, les odeurs peuvent être des designs. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont invisibles? Le son, bravo, le son. Un grand bravo, c'est ça. Alors, je vais reprendre la présentation. Le son. Juste, ça n'a pas marché. Il y a ce qu'on appelle le design invisible concernant le son. Et on l'appelle en anglais le sound designer ou le design de son. Il est différent de l'ingénieur du son. L'ingénieur du son, lui, il enregistre des bandes sonores. Le designer du son, lui, il module complètement les ondes sonores pour donner une âme à un film. Imaginez votre film préféré sans effet sonore. Ça donne quoi? L'exemple le plus grand que je peux donner, c'est le film Jurassic Park. Personne de nous connaît réellement le son qu'émet un dinosaure, le T-Rex, mais ça a été le travail d'une équipe de designers pendant des mois pour moduler et mettre en œuvre ce son. Donc, ça, c'est un autre concept de design. Et là, ma troisième question, quelle est la plus grande bibliothèque du monde? Je vais arrêter le partage parce que j'ai besoin de voir vos réponses. La plus grande bibliothèque du monde, c'est laquelle? Internet. Il y en a plus grand que ça.
Bravo, la nature. Qui a dit ça? Jessie, un grand bravo. Oui, c'est la nature. La plus grande bibliothèque du monde, c'est exactement la nature. Alors, je reprends la présentation. La nature est la plus grande bibliothèque du monde. L'homme, depuis l'ère du jour, s'est tourné vers la nature pour voir comment la nature résout un tel ou tel problème. On voit que les médecins, les biologistes, les sciences de nanotechnologie se tournent tous vers la nature pour voir comment la nature résout tel ou tel problème. Chose qu'on n'a pas ça réellement dans notre réflexion quotidienne de tous les jours. Donc, il est très important de se retourner vers la nature et de comprendre comment la nature, elle agit. Et à cela, je veux vous donner deux exemples de ce qu'on appelle le biomimétisme et le biomorphisme. Le biomimétisme, c'est prendre un exemple sur la nature, l'exemple de l'hélicoptère versus la libellule. Le biomorphisme, c'est imiter la nature. Exemple, pour la combinaison de plongée marine, elle est imitée de la peau de dauphin et elle est faite d'une matière qui s'appelle néoprène. Vraiment, ils ont fait une imitation parfaite pour que ça facilite la plongée, pour que ça laisse le corps à une certaine température de chaleur naturelle. Donc, c'est ça, se retourner vers la nature et essayer de s'inspirer de la nature pour donner naissance à un produit ou un service donné qui répond bien sûr toujours à un besoin. Là, on a terminé la première destination. On va passer à la deuxième destination de notre voyage et ça va être l'exemple d'application de design thinking. Alors, les exemples, ça, ce n'est qu'une goutte dans un océan des exemples qu'on peut trouver dans l'usage de design thinking. Créer ou améliorer un nouveau produit. Exemple, la brosse à dents qui épouse, par exemple, la forme des dents. Créer ou améliorer un nouveau service. L'application Maple, je ne sais pas si certains de vous connaissent cette application. Moi, je conseille cette application, je l'ai essayée. Ça permet d'avoir accès à un médecin dans les 5 minutes qui suivent ce que tu écris sur l'application. Moi, je l'ai utilisé, je vous assure. 5 minutes après, un médecin m'appelle et il me prescrit le médicament, il me l'envoie à la pharmacie la plus proche. Dans cette phase de pandémie, c'est vraiment une grande valeur ajoutée parce que l'accès devient de plus en plus difficile aux médecins. Créer ou améliorer un nouvel espace de vente, de logistique, de repos, créer ou avoir une meilleure expérience client. Par exemple, avec l'application Bold pour réduire le taux de plainte, retour de marchandises. Ça peut être une amélioration des processus en interne, intégration des nouveaux collaborateurs. Ça peut être instaurer, améliorer la collaboration et la co-création au sein de l'équipe même de travail. Et ça, c'est très, très important. Ça peut être aussi un nouveau modèle d'affaires. Aujourd'hui, les entreprises sont appelées à être plus agiles, à remodeler leur modèle d'affaires pour être résilients dans le futur et faire face à l'incertitude, faire une mise en place d'une nouvelle organisation interne, retenir ces employés. Aujourd'hui, on a un problème de rétention d'employés, on a un problème de manque de main-d'œuvre. Et là aussi, on peut utiliser le design thinking pour résoudre ça. Donc, comme je vous ai dit, ça ce n'est que des exemples, des milliers et des milliers d'usages de la démarche des design. Et là, on va aller dans la démarche en tant que telle, la destination design thinking. Ça va être notre troisième destination de ce beau voyage. Alors, la démarche design thinking s'articule autour de 5 phases. La phase empathie, la phase définir, la phase idéation, la phase prototyper et la phase tester. D'accord? Le corps battant de cette démarche est l'innovation. Ça, c'est vraiment le corps battant. Mais allons voir,
faire un petit détour de ce voyage et comprendre c'est quoi cette notion d'innovation. On parle toujours d'innovation, innovation, innovation. Mais l'innovation réellement, c'est quoi? Si vous allez dans Google et vous allez mettre comme innovation, vous allez avoir toujours cette fameuse lampe. Ah, moi, je l'appelle sincèrement cette maudite lampe parce que ce n'est pas vraiment une bonne métaphore pour parler de la créativité, de l'innovation. Et je m'explique pourquoi. Parce qu'une lampe, c'est en mode switch on, switch off. Soit je l'allume, soit je l'éteins. Donc, c'est comme si le matin, je me réveille, je suis de bonne humeur, je suis plein d'énergie. OK, je me décide, aujourd'hui, je vais innover. Mais le lendemain, parce que j'ai dormi tard et je ne me sens pas vraiment en pleine énergie le matin, je ne vais pas innover. Non, ça ne fonctionne pas de cette manière. Un designer, il doit être en mode innovation, il doit être en mode solution chaque jour, chaque instant de sa vie. Et quand on se met en mode solution, en solution par rapport à quoi? C'est toujours par rapport à un besoin, c'est toujours par rapport à une problématique. Mais le besoin de qui? C'est le besoin de client réellement. La question que je me pose ici, est-ce que nous sommes outillés pour identifier et apprécier les besoins de nos clients? C'est ça la question qu'on devra se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment les outils pour ça? Et est-ce qu'on utilise à bien ces outils ou non? Ça, c'est la question. Donc, être en mode solution par rapport à un besoin et les outils qu'on utilise pour savoir c'est quoi les vrais besoins. Et comme ça, on peut améliorer nos produits ou nos services par rapport à nos clients. Donc, si j'ai à définir l'innovation, je vais dire que c'est une solution qui répond à un problème, qui doit être adaptée, conceptualisée et mise en œuvre, et qui est capable de faire une différence et générer de la valeur non économique au départ. Pourquoi non économique au départ? Parce que quand on commence à réfléchir par rapport à une solution, et si on va se mettre une barrière mentale qui s'appelle le coût, automatiquement, on ne va plus être innovant. Donc, un conseil, quand on va commencer ou quand on commence toujours à réfléchir par rapport à une solution, oubliez au début la notion. Bien sûr, par la suite, on aura des outils qui vont nous permettre de prioriser les solutions et de voir par rapport au coût. Mais au début, oubliez la notion de coût quand vous commencez à réfléchir à une solution pour être le plus innovant possible. Donc, l'innovation, c'est la réunion de trois facteurs: désirabilité, faisabilité et viabilité. Désirabilité, c'est le fait que vos prospects, vos clients futurs, désirent utiliser ou consommer votre produit ou votre service. La faisabilité, c'est que est-ce que techniquement, c'est possible de créer ou de mettre en œuvre ce produit ou ce service. La viabilité, c'est enfin la rentabilité. Est-ce que ce produit ou ce service sera rentable? Parce que la rentabilité est ici importante pour nous, managers, entreprises. Donc, et l'intersection de ces trois facteurs va donner la solution innovante parfaite, qui peut être un produit, qui peut être un service ou un processus, quel que soit. Notez bien que la démarche de design thinking, cette démarche d'innovation, elle est centrée sur l'humain. Plus on connaît notre client, plus on va être capable de mettre à sa disposition le produit, le service que lui, il cherche. Maintenant, la question, est-ce qu'on connaît vraiment notre client? Est-ce qu'on est proche de notre client ou est-ce que juste c'est comme si on a l'impression de le connaître, mais ce n'est pas vraiment ça. Et je vous assure, dans la majorité des cas que j'ai rencontrés, on a toujours l'impression de connaître notre client, mais on ne connaît jamais notre vrai client. Il y a aussi des outils que la démarche des design thinking met en œuvre à la disposition de vous tous pour mieux comprendre c'est qui votre client. Ça, c'est par rapport au client, donc le centrer sur l'humain. Le deuxième concept, c'est le côté organisationnel au sein de l'entreprise. Le design thinking, il est bâti sur la co-création. On ne peut pas être innovant et travailler en silo. Dans toute entreprise, et malheureusement, on le voit dans notre vie de tous les jours, nos organisations travaillent beaucoup en silo.
la majorité du moins travaillent beaucoup en silo. Le marketing, un département à part, le commercial, un département à part, les finances, un département à part. Puis, ils se voient une ou deux fois dans des réunions au cours de l'année. Et j'en ai vu des cas, je vous assure, où les commerciaux et les marketing, quand ils se voient, c'est la Troisième Guerre mondiale. Parce que tout au long de l'année, ils ne se parlent pas, mais ils se parlent lors d'une réunion en fin d'année. Et c'est le marketing qui lance la balle pour les commerciaux, comme quoi ils savent pas comment utiliser les matériaux. Et les commerciaux qui disent, oui, mais vous n'avez pas fourni le matériel nécessaire par rapport à notre réalité. Et les finances entre les deux qui disent, vous avez consommé du budget pour rien. Donc, la co-création, le travail en équipe et la multidisciplinarité, ça aussi, c'est un concept essentiel de la démarche design. Le processus de la démarche, il est itératif. Et là aussi, c'est un concept important. Donc, il n'est pas linéaire. Je m'explique. Itératif. De la phase empathie, je passe à la phase définir. Je peux retourner à la phase empathie. Je passe par la suite à la phase idéation. Je peux retourner à la phase définir ou empathique et ainsi de suite. Ça me permet de faire quoi? Ce n'est pas une perte de temps. Bien au contraire, ça va me permettre de gagner beaucoup plus de temps, de s'ajuster, de s'améliorer avant de mettre en œuvre le produit final ou le service final entre les mains de notre client. Et là, on va commencer les 5 phases de design thinking. La première phase, ça s'appelle l'immersion, l'empathie réellement. L'immersion, ce n'est qu'un outil parmi les outils qu'on utilise dans la phase de l'empathie. Il y a plusieurs outils qu'on utilise dans la phase empathie. Et l'empathie, ça veut dire quoi? L'empathie, c'est la phase où on s'approche de notre client pour essayer d'identifier la problématique, pour essayer de comprendre c'est quoi qui le frustre vraiment. C'est quoi son vrai besoin? OK? Donc, plusieurs outils peuvent être benchmarking, recherche Internet, les entretiens clients, l'immersion, le mind mapping. Et c'est quoi l'immersion? L'immersion, c'est d'aller vivre l'expérience client. Vivre un concept concret d'une expérience client. Et l'exemple que je vous donne aujourd'hui, c'est l'exemple de l'IRM scanner. J'imagine que vous connaissez c'est quoi un scanner. C'est un appareil à la fine pointe technologique qui fait de l'imagerie médicale à base d'ondes sonores. Donc, cet objet à la fine pointe technologique, bien qu'elle soit efficace pour nous adultes, pour les enfants, 60% de résultats ne sont pas probants. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, pour vous dire, j'ai vécu l'expérience de faire un scanner et je vous assure que ce n'était pas le fun du tout. Mais alors là, pas du tout. À commencer par le produit qu'il m'injecte dans mon corps, jusqu'à passer dans ce tunnel noir, le bruit, c'était un peu frustrant. Alors, si pour moi, adulte, c'était pas ça du tout, imaginez pour un enfant qui pleure, qui bouge, qui est stressé. Donc, du coup, on n'a pas les résultats adéquats et du coup, on ne peut pas vraiment traiter cet enfant. Et là, on parle d'une vie humaine. Donc, General Electric et Philips se sont mis d'accord, suite à plusieurs demandes, de se mettre avec des équipes de designers pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe et comment ils peuvent s'ajuster. Et effectivement, après des mois de travail, ils sont arrivés au fait qu'ils vont changer l'environnement complet de la salle d'une part, donc le côté psychologique. Et pour vous dire, pour faire ça, ils ne se sont pas seulement limités aux experts, c'est-à-dire ils ne se sont pas seulement limités à l'avis des médecins et des infirmiers. Bien au contraire, ils sont allés chercher l'avis des anthropologues, des sociologues, des personnes de l'éducation de l'enfance. Ils ont multiplié les avis. Et ça aussi, un autre concept dans la démarche design, il ne faut pas se limiter à seulement des avis des experts, bien au contraire, avoir plusieurs avis et impliquer aussi le client est très important pour trouver la bonne solution. Donc, il y a eu le travail sur l'environnement de la salle et par la suite, il y a eu le travail sur l'appareil scanner en elle-même. Et à partir de là, ils ont obtenu 90% de résultats probants versus 60% de résultats non probants. Donc, vous imaginez la différence.
Et c'est ça la phase immersion, entre autres empathique, et c'est ça qu'elle nous donne en fin de compte. La deuxième phase, c'est la phase analyse. Alors, la phase analyse, c'est la phase la plus critique et la plus délicate. Ce n'est pas critique, c'est délicate. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette phase qu'on tout ce qu'on a synthétisé, tout ce qu'on a collecté d'informations, on va essayer de définir la vraie problématique par rapport à tout ce qu'on a collecté. Là aussi, il y a plusieurs outils qu'on utilise, parcours client, carte d'expérience, fiche persona, carte d'empathie et ainsi de suite. Et à partir de là, on va identifier qui est notre utilisateur, c'est quoi son vrai besoin et pourquoi ce besoin. Le pourquoi de besoin est important. L'exemple que je vous donne, Anna, une mère de 2 garçons, 3 et 7 ans, donc son besoin, donc ça c'est l'utilisateur, elle a besoin de se sentir en sécurité en subvenant aux besoins de sa famille. Et le pourquoi de ce besoin? Car la fréquentation des supermarchés surpeuplés augmente les risques de contamination par le coronavirus qui est très propagé dans sa vie. Donc, vous voyez, on a identifié l'utilisateur, son besoin et le pourquoi de ce besoin. Une fois la problématique est identifiée, là, on va poser le maximum de questions, c'est-à-dire les questions « Comment pourrions-nous » Donc, l'exemple « Comment pourrions-nous éliminer le risque de contamination dans les supermarchés » Comment pourrions-nous garder les acheteurs séparés les uns des autres dans les supermarchés? Ou bien comment pourrions-nous augmenter la sensation de sécurité des acheteurs dans les supermarchés? Et à une autre question, comment pourrions-nous concevoir une solution d'approvisionnement sécurisé contre la contamination par les virus du même type de propagation que COVID-19? Je sais que vous êtes réellement impatient de connaître la solution par rapport à cette vraie problématique, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans la notion de design thinking et là, pour parler de la troisième phase qui est l'idéation. Donc, on a fait la phase empathique, on a compris notre client, on a commencé à définir la problématique et là, c'est la phase la plus appréciée, c'est la phase d'idéation. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, quand il s'agit de réfléchir à une solution, ne pensez jamais coup et laissez votre imagination la plus libre possible, la plus imaginable et même non imaginable possible. Il n'y a jamais une mauvaise idée, jamais une mauvaise idée. Donc, il y a toujours que de bonnes idées, mais c'est juste laquelle qu'on va utiliser. Ça, c'est autre chose. Donc, généralement, plusieurs techniques sont utilisées là aussi. Le brainstorm direct, le brainstorm inversé, le mind mapping, diagramme d'affinité, plusieurs outils sont à disposition pour cette phase d'idéation. Et par la suite, supposons qu'on a une cinquantaine de solutions. Et pour vous dire, moi, dans mes workshops design en live avec les gens, quand on travaille sur une problématique donnée, je demande minimum d'avoir 50 idées. Et 50 idées, pas seulement les écrire, on va les dessiner, les idées. Okay? Parce que le cerveau devient encore plus imaginatif quand on dessine. Et à partir de là, on va prioriser 3 solutions. Donc, vous voyez, les designers, ils sont là pour trouver des solutions. Mais il est à noter que le designer, il doit voir les choses à 360 degrés. Il doit voir le problème de tous les angles pour qu'il puisse trouver une solution. Un exemple, et là, je vais aussi arrêter le partage, je parle de Titanic. Alors, le 12 avril 1914, le Titanic il y a eu le naufrage de Titanic, malheureusement. 1500 personnes ont trouvé la mort sur 2100, donc 700 personnes ont été sauvées, les personnes qui ont eu l'opportunité d'aller sur les canaux de sauvetage, et malheureusement, 1500 personnes sont mortes. Alors, ce que je vais vous demander, supposons aujourd'hui, n'oubliez pas, vous êtes tous des designers. Supposons aujourd'hui, le capitaine de bord de Titanic vous appelle et vous dit, je viens de heurter un iceberg, j'ai 2100 personnes à bord, s'il vous plaît, essayez de me donner une solution pour sauver la majorité.
pour sauver 2100 personnes ou à la limite sauver le maximum de personnes. Alors, à votre avis, quelles seront les solutions que vous allez proposer au capitaine de bord? Vous pouvez partager ça dans le chat. Des solutions. Autres que les canaux de sauvetage, hein, bien sûr, parce que les canaux de sauvetage, c'est seulement pour 700 personnes. Il y a 2100 personnes à bord du Titanic. Une réflexion pour ça? Construire des radeaux avec les portes. Oui, ça peut être une solution. C'est vrai qu'ils peuvent construire des radeaux. Une autre solution? Je vous aide. Dans le Titanic, il y avait 100 voitures. Ils pouvaient utiliser les pneus des voitures pour sauver, par exemple, d'autres gens. Ça pourrait être aussi une solution. Est-ce qu'il y a une autre réflexion? Allez, un peu de réflexion. Utiliser les matelas. Oui, comme bouée, c'est vrai. Lancer tout ce qui flotte à la mer afin de s'y accrocher. Ça aussi, c'est une solution. Les voiles, ça pourrait être une solution. Bravo. Donc, vous voyez, donc déjà, vous êtes en mode design. Donc, vous avez commencé à voir les choses autrement. Vous avez commencé à sortir du cadre conventionnel qui est les canaux de sauvetage pour aller chercher d'autres solutions. C'est vrai que les gens peuvent mourir de gelée, mais on peut sauver ce qui peut sauver, plus que juste utiliser les canaux de sauvetage. Je vais retourner à la présentation pour vous parler de la solution qui pourrait être utilisée. Alors, ce qui pourrait être utilisé réellement, c'est, juste un instant, c'est le iceberg lui-même. Le problème qui devient lui-même la solution. Les experts ont montré que le iceberg, qui a été le problème de naufrage de Titanic, il avait 120 mètres de long. Donc, imaginez qu'ils avaient utilisé les canaux de sauvetage pour ramener les gens, les placer sur le iceberg, retourner, ramener d'autres personnes pour les ramener. Et du coup, ils avaient l'opportunité de sauver un maximum de gens le temps que les secours arrivent. Et là, ça s'appelle la fixité fonctionnelle. La fixité fonctionnelle, c'est que notre cerveau n'a pas la gymnastique de concevoir ou de voir, de percevoir les choses en dehors de son contexte habituel. Ça, un designer dépasse ce cap, bien sûr, avec du travail de gymnastique de cerveau, pour qu'il puisse voir les choses autrement. La question qu'il doit toujours se poser, qu'est-ce que je peux voir que les autres ne voient pas? C'est ça un vrai designer. Et oui, il faut tous. On parle toujours de cette notion think out of the box. C'est ça, think out of the box. C'est ça, penser en dehors de cadres habituels, de cadres conventionnels. Si je vous donne un exemple, je ne suis pas en train de faire de la publicité pour n'importe quelle marque. Imaginez, la boisson Coca-Cola, c'est une boisson qu'on boit juste pour se rafraîchir. C'est ça, une boisson. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut faire avec une boisson Coca-Cola? Je vous laisse la curiosité d'aller voir sur YouTube. Vous allez voir tellement de choses que le Coca-Cola peut être utile dans d'autres usages autres que le boire. Donc, vous allez voir que c'est ça, quitter la fixité fonctionnelle et aller voir les choses autrement.
Là, je vous donne un exemple d'une boulangerie qui se trouve à Chicago, une boulangerie café qui se trouve à Chicago. C'est une entreprise qui a été impactée, comme tout le monde, par le COVID-19. Ils étaient au bord de la faillite. Et ils se sont adressés à des designers pour trouver une solution autre que juste faire la livraison, comme la plupart de nos restaurateurs aujourd'hui qui ont trouvé cette solution-là. Eux, ils ont compris, on retourne à la notion de client, on retourne à voir les choses autrement. Ils ont compris que les clients n'ont pas seulement besoin de manger du pain ou d'acheter des gâteaux ou des cookies ou boire des cafés. En cette phase de pandémie, les clients ont besoin de s'amuser. Ils sont hyper stressés, ils sont hyper frustrés, ils ont besoin de faire autre chose que différent. Donc, en plus de leur core business qui est la boulangerie et la pâtisserie, ils sont allés dans leur site, ils ont créé un sous-site. D'ailleurs, ça s'appelle le teespring.com. Là, c'est mentionné, là où il y a la photo du dinosaure. Et là, ils ont donné l'opportunité à leurs clients d'avoir des sacs à main, des chandails personnalisés, des mugs personnalisés, de faire des jeux. Et là, ils l'ont écrit sur leur site web, c'est mentionné en rouge. Comme nous ne pouvons pas voir vos beaux visages en personne, nous essayons de trouver un moyen de transmettre les bonnes vibrations chaleureuses de Fanny à travers des produits amusants. Donc, c'est ça, voir les choses autrement. Quitter cette fixité fonctionnelle. Non, moi, mon core business, c'est ça, donc je dois rester là. Non, non, on peut avoir l'agilité d'aller plus loin que ça et d'aller chercher d'autres notions pour toujours satisfaire notre clientèle. Donc, ça, c'est cette notion de fixité fonctionnelle. La quatrième étape, c'est le prototypage. Le prototypage, c'est l'objectif de prototyper, c'est pas de faire un produit en service proche vraiment de la version finale qu'on va mettre. C'est pas du tout ça. Le prototypage, c'est rendre son idée tangible et visible, tout simplement. Okay? Et là aussi, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Et le prototypage va nous faire gagner beaucoup de temps parce que une fois qu'on a identifié les solutions, on va commencer à prototyper nos solutions, on va automatiquement savoir si nous sommes sur le bon chemin ou si nous sommes sur le mauvais chemin. Et c'est ça le côté itératif de design. Donc, si nous sommes sur le mauvais chemin, on peut retourner s'ajuster, on peut retourner penser à d'autres solutions possibles. Et pour vous montrer que le prototypage peuvent être à basse fidélité ou haute fidélité. La basse fidélité, c'est ce qu'on utilise tous aujourd'hui, c'est qu'on utilise des matériaux aussi simples qu'elles soient, du carton, du papier, des stylos, vraiment des matériaux aussi simples. Vous voyez, même dans le cadre menu d'application téléphonique, vous voyez que c'est juste des cartons et c'est comme si on appuie, on clique, donc automatiquement, c'est ce qui vient à la page d'après et ainsi de suite. Donc ça nous coûte vraiment pas d'argent, mais ça nous permet d'avoir une idée claire si nous sommes sur le bon chemin ou non. Les grandes entreprises ont la possibilité de faire plus que nous, bien sûr. Si je prends le cas de Microsoft, Windows 10, quand il a été lancé, c'était la version Windows 10 bêta. Et c'est grâce à moi, à toi, à vous, à tout le monde qui ont utilisé la version bêta et qui ont envoyé à Microsoft pour dire « moi, j'ai eu tel bug, moi, j'ai eu je ne sais pas quoi », qu'elle a amélioré son produit final et elle a mis en place, en fin de compte, la version finale de Windows. Les grandes entreprises peuvent se le permettre. Nous, on peut aller dans le prototypage basse fidélité et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Il y a aussi ce qu'on appelle le storyboard, donc dans le prototypage. C'est de dessiner et d'écrire par rapport à ce que nous dessine l'idée. Là, il nous montre dans l'exemple qu'une personne, elle est en train de conduire sa voiture. Elle entend parler d'une application qui s'appelle Citizen Plus. Citizen Plus, c'est une application dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des organisations. Donc, le gouvernement essaie de mettre à notre disposition une société résiliente pour qu'on nous rende à l'aise dans notre vie. Donc, l'exemple, c'est que Citizen Plus, si la personne remarque, par exemple, un nid de poule, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent à Montréal, donc, automatiquement, avec son application, elle va prendre une photo,
elle va envoyer ça directement à la ville et la ville va s'en occuper pour dire à telle place, à tel endroit, il y a un nid de poule. Donc, ils vont faire en sorte de résoudre ce problème pour que ça facilite la vie à nos citoyens. Donc, c'est ça, entre autres, le prototypage ou un exemple de prototypage. Et la dernière des choses, c'est la phase test. Donc, la dernière, le dernier élément de la phase des design, c'est le test. Et le test, il est très relié au prototypage parce qu'une fois qu'on a le prototype par rapport à une solution donnée, donc on va s'approcher de notre client et on va essayer d'avoir son avis, ses suggestions. À cette phase, il faut vraiment être très ouvert d'esprit et accepter les critiques parce qu'on ne sait jamais ce que le client va nous dire et on ne sait jamais ce que le client va nous révéler. Et soyez sûr, ce que le client va nous révéler est très, très important parce que c'est lui qui va être le vrai utilisateur de ce produit ou de ce service. Donc, plus on a de feedback de l'utilisateur final, plus on va s'ajuster et améliorer le produit fini. Et vous voyez que dans cette démarche, on a utilisé juste des prototypes simples avant d'aller mettre en place le produit final. Imaginez, il y a des entrepreneurs, moi dans ma vie, j'ai connu pas mal d'entrepreneurs que malheureusement, ils ont passé des années, je vous assure, 1 ou 2 années de travail pour mettre en place un produit qu'après 2 ans de mise en place, il y a un investissement jusqu'à 1 million de dollars, ils se sont aperçus que ce n'était pas le bon produit ou le bon service à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un contact avec le client, parce qu'ils n'ont pas prototypé auprès du client, parce qu'ils n'ont pas testé auprès du client. Et c'est ça, la méthode va nous permettre d'éviter tous ces problèmes et tous ces coûts-là pour être vraiment une entreprise ou un entrepreneur innovant. Là aussi, il y a plusieurs outils à utiliser, comme la matrice feedback, les tests d'utilisation. Donc, il y a plusieurs outils de tests qui peuvent être utilisés pour avoir le plus de feedback possible par rapport à nos clients. Donc, comme ce beau voyage vient se terminer ici, mais vous avez maintenant un autre ticket pour un autre voyage qui sera encore plus grand. Donc, si vous avez besoin de mieux approfondir votre notion de design, si vous avez besoin de résoudre une problématique réelle, là, vous pouvez nous contacter à la direction de la formation continue ou vous contacter Marika à la Fédération des chambres de commerce. Nous sommes partenaires, elle peut me contacter à tout moment. Voici mes coordonnées. Donc, et là, ça nous fera un grand plaisir de vous aider dans ce que vous avez. Là, je vais arrêter le partage si vous avez des questions. Merci beaucoup, M. Sabi. C'était vraiment super, très intéressant comme activité. J'avoue que l'école, les exemples qui ont été présentés aujourd'hui étaient très, très concrets, ce qui, j'ose espérer, pourra aider certainement nos participants à développer et surtout à mettre en place des pratiques innovantes dans leurs organisations. Et ce, en utilisant le design thinking et les 5 grandes étapes clés qui ont été présentées aujourd'hui. Personnellement, moi, j'ai beaucoup apprécié la présentation, puis je vois dans les commentaires justement que nos participants ont également beaucoup apprécié. À cet effet, j'en profite pour mentionner à nos participants que vous allez recevoir un sondage de satisfaction à la suite de l'activité. Donc, on vous invite à nous indiquer votre niveau de satisfaction. C'est vraiment un sondage très, très court et ça nous permettra en même temps d'identifier les autres sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on élabore de prochaines activités. Donc, on a quand même quelques questions. Je vais tenter d'y aller un peu en vrac. Déjà, première question. Est-ce qu'il y a vous avez parlé que le design thinking était très axé sur l'humain, que c'était centré sur celui-ci et donc c'est important de bien connaître notre public cible. Donc, est-ce qu'il y a des outils qui existent pour pouvoir nous aider à mieux comprendre notre public et mieux l'identifier?
Oui, bien sûr, il y a plusieurs outils et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que au cours de cette semaine et au plus tard, début de la semaine prochaine, vous aurez des outils qui vont être partagés sur la plateforme Pratique RH pour le design thinking. Donc, vous pouvez utiliser plein d'outils et si vous avez des questions sur comment utiliser vraiment l'outil, n'hésitez pas à me revenir. Parfait, excellent. Je vous enverrai justement les liens à cet effet-là aux participants pour que vous puissiez avoir accès aux outils qui seront répertoriés sur la plateforme Pratique RH. On a M. Marc-André Penneau, donc un de nos nouveaux collègues de travail à la FCCQ, qui voudrait savoir est-ce qu'on peut considérer le design thinking comme étant une sorte de démarche structurée, think out of the box. Oui, structuré. Oui, il y a de la structure dans la démarche, mais la base de la démarche, c'est think out of the box. C'est vraiment voir les choses autrement. Comment on peut concevoir la chose complètement autrement ou bien on voit à 360 degrés. Okay. Donc, c'est ça. Intéressant. Sinon, autre question, j'essaie d'y aller un petit peu plus rapidement comme on arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a une différence entre innovation et amélioration continue? Et si oui, c'est quoi la distinction entre les deux? OK. L'amélioration continue, elle est dans un... l'amélioration continue, elle fait partie de l'innovation. Okay. Elle fait partie de l'innovation parce que un des concepts de l'innovation, c'est qu'on améliore toujours, par exemple, on améliore notre expérience client, on améliore notre procédé de travail, on améliore nos processus. Donc, on est dans ce cadre d'innovation. Mais l'innovation, elle va beaucoup plus grand. Donc, vous voyez, l'innovation, comme je l'ai expliqué, il y a trois éléments, la viabilité, la faisabilité et la désirabilité. Donc, l'innovation, elle est dans comment se mettre en mode solution. Donc, c'est un état d'esprit. On commence déjà par un état d'esprit. Amélioration continue, elle est linéaire, c'est procédural, c'est un processus d'amélioration continue qu'on doit mettre en œuvre et l'appliquer avec des critères comme avec des indicateurs de performance. OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui versus qu'est-ce que je vais faire demain? C'est quoi l'amélioration? Donc, elle est vraiment dans un cadre linéaire procédural. Dans l'innovation, il y a le mode, l'état d'esprit, déjà, qui dépasse le cadre procédural. Il y a de l'imagination. Dans le cadre procédural, il n'y a pas d'imagination. Okay. Mais il y a beaucoup d'imagination dans l'innovation. Et l'innovation, c'est aussi un esprit d'équipe, de travail d'équipe. Donc, ce n'est pas seulement moi, je veux être innovant et je m'arrête ici. Non, non, c'est un travail d'équipe. Donc, l'amélioration continue, elle fait partie de l'innovation. OK. Parfait. On voit bien la distinction entre les deux. Un s'inscrit dans l'autre, mais ne sont pas exactement la même chose. Sinon, j'irais peut-être avec une dernière question, à moins qu'on en voit d'autres d'ici là apparaître dans le Q&A. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de l'adhésion de son organisation face au design thinking? Comment l'implanter sans que ça fasse peur, si ce n'est pas une pratique habituelle de l'organisation? Sans que ça fait... Au fait, ça ne fait pas peur parce que il faut commencer par inviter les gens à travailler sur un petit projet pilote. J'ai eu des organisations qui m'ont demandé à implanter la démarche design. Okay? Donc, la première des choses, c'est que déjà, on fait des séances de travail. C'est comme si pour rendre l'équipe à l'aise. Donc, on fait un travail de co-création pour faire habituer l'équipe à travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et automatiquement, pour eux, c'est un changement et tout changement crée de la frustration. Ça, c'est automatique. Donc, il y a déjà des séances, c'est comme si des séances psychologiques de brise-glace pour laisser les gens à l'aise pour travailler ensemble. Et à partir de là, on va commencer sur un petit projet pilote. C'est-à-dire, on n'arrive pas avec un grand projet, vous dire, ah, tout le monde va travailler ensemble, ça devrait être comme ça. Ça, ce n'est plus de l'innovation. C'est juste, il y a une façon sur comment impliquer aussi les gens. Parce que s'impliquer, c'est vraiment, ça donne de la positivité dans la collaboration. Donc, on les implique, tout le monde est important. Et dire ouvertement, on a besoin de vous tous.
C'est pas, j'ai besoin de ces départements versus. Non, non, on a besoin de vous tous et c'est grâce à vous. C'est comme nous sommes dans le même bateau et c'est grâce à ce même bateau qu'on va réussir ou qu'on va dépasser le cap. Et on commence par un petit projet pilote. C'est comme si pour préparer, c'est comme, imaginez, vous voulez faire une course de 1000 mètres, mais vous ne pouvez pas le faire dès aujourd'hui. Vous devez commencer à vous entraîner, faire des exercices, et à partir de là, on peut aller dans la course. C'est exactement la même chose. Et ça dépend des organisations. J'ai eu des organismes, de grandes organisations, que le projet de la mise en place a pris jusqu'à 4-5 mois. Il y a d'autres organisations plus petites que le projet de mise en place a pris 2 semaines. Donc, ça dépend aussi des organisations. Mais il y a un travail de préparation pour l'équipe, donc des exercices de préparation. Une fois les exercices, on commence par un petit projet pilote et là, on agrandit pour aller vers une structure jusqu'à ce que ça devienne vraiment une habitude. Parce que c'est instaurer une nouvelle culture, c'est ça. Mm-hmm. Excellent, merci. C'était très bien imagé comme façon de faire. Donc, merci encore de nous avoir fait part de tous ces conseils, ces pratiques qui vont certainement permettre à beaucoup de mieux comprendre qu'est-ce que le design thinking et mieux en faire l'utilisation. On vous l'a dit, la conférence a été enregistrée, donc elle sera disponible sur la plateforme Pratique RH dans les prochains jours. On vous enverra un lien lorsqu'il sera disponible. Puis, sinon, pour conclure, tout simplement, en vous remerciant encore, M. Sabi, j'invite nos abonnés, en fait, j'invite nos participants à s'abonner aux pages Pratique RH, que ce soit à notre plateforme directement pour recevoir nos communications ou sur nos pages de réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Les liens sont dans le chat. Ça vous permettra d'être informé des prochaines activités à venir, dont une prochaine à venir, si je ne me trompe pas, le 1er juin, toujours en collaboration avec la direction de la formation continue de l'UDM. Les liens d'inscription seront prochainement disponibles, donc on vous fera l'envoi dès que ce sera quelque chose qu'on pourra partager. Donc, merci encore et bonne journée à tous. Merci. Bye bye.